Avec nos deux débatteurs comptables pour aujourd'hui. Nous sommes avec Nicolas Corato, bonjour. Bonjour, vous vendez du rêve. Hein, ouais, exactement, à vous de me vendre du rêve, mon cher. Vous êtes fondateur du think tank Place de la République, think tank classé à gauche. Nous sommes avec William T, bonjour. Bonjour. Fondateur du think tank Le Millénaire, pardonnez-moi, think tank classé à droite. On va parler du budget, les discussions commencent, les arbitrages sont en cours. Grande interview de Michel Barnier aujourd'hui dans la Tribune dimanche, mais avant ça, quand même, on est à la veille des commémorations douloureuses du 7 octobre, les massacres perpétrés par les combattants du Hamas, les terroristes en Israël, qui ont fait plusieurs centaines de morts. Cet événement qui a fait irruption dans la scène politique française, sur la scène politique française il y a un an, et qui a tout changé, notamment à gauche. Qu'est-ce qui a changé à gauche depuis 7 octobre, Nicolas Corato ? Non, le 7 octobre n'a pas changé que des choses à gauche. Ce qui est intéressant dans le 7 octobre, c'est qu'on ne s'attendait pas à une telle fracturation politique de cet événement tragique. Une fracturation qui a été très forte à gauche, effectivement, vous avez raison de le rappeler, mais qui, je crois, transcende les courants. Et puis une fracturation dans la société civile. Et effectivement, l'immixtion du 7 octobre dans la vie de nos concitoyens, dans les débats au sein des familles, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, dans les écoles comme Sciences Po, vraiment est peut-être un des événements les plus remarquables de l'année dernière. Et personne n'avait pu imaginer cette fracturation, les conséquences qui s'en suivraient. 1000%, je donne un chiffre à peu près, il date du mois de mai dernier, mais on est resté sur la même tendance, 1000% d'augmentation des actes antisémites en France depuis le 7 octobre. On en parlera dans une demi-heure avec le président du consistoire central israélite de France. Non, c'est une tragédie, et bon, pour ceux qui, comme moi, à gauche, considèrent que non seulement il faut défendre l'État d'Israël et défendre son existence et ne jamais rien laisser à l'ambiguïté sur l'existence d'Israël, je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'on a trop laissé de côté la question du règlement du conflit israélo-palestinien, et qu'aujourd'hui nos débats nous égarent et nous éloignent de l'objectif qui devrait être celui de la France, c'est-à-dire de contribuer à cette solution de paix et de remettre la question de la paix au Proche-Orient sur le devant de la scène. C'est d'ailleurs comme ça que j'interprète le message qu'a envoyé le président Macron lors du sommet de la francophonie. Il faut que la France redevienne une voix médiane et de paix sur le sujet franco-israélien. Donc pas seulement palestino-israélien. Pas seulement pro-israélienne. Mais ni pro-israélienne, ni pro-palestinienne, qu'elle revienne sur le schéma des deux États qu'on a toujours défendu, qui a toujours été très cohérent, et qui permettra aussi d'éviter d'importer des conflits qui ne sont pas les nôtres dans la société française, qui est déjà suffisamment fracturée comme ça. Alors William T, justement, je précise, on l'a entendu dans les informations de Nicolas Gomez, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, regrette vivement cette prise de position d'Emmanuel Macron. William T. Je vais y revenir après. Le point essentiel, c'est qu'un an après le 7 octobre, maintenant on voit bien que ça a pu refaire ressurgir le pire de ce qu'il y avait en France, après notamment les drames qu'on a connus pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que on fait face à le plus grand pogrom de l'histoire des Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, le plus grand massacre qui a été commis, et on a des partis politiques qui ont fait en sorte de promouvoir et de faire accentuer l'antisémitisme qui était déjà présent en France. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment en France, que des partis, au nom de l'antisionisme, font en sorte de promouvoir l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, certes, existait déjà, notamment dans certains quartiers, en raison de l'antisémitisme résiduel, et on ne va pas revenir dessus. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à une situation où on peut être juif en France et avoir peur d'être juif. On peut être juif en France, avoir honte d'être juif. Alors que normalement, notre État, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et le fait que De Gaulle sauve notre honneur, on pensait qu'on n'y reviendrait jamais. Or pourtant, aujourd'hui, vous avez des gens et des juifs en France qui se disent, lorsqu'ils rentrent dans un Uber, ils ne donnent pas leur identité. Lorsqu'ils font une commande Deliveroo, ils ont peur de donner leur identité. Lorsqu'ils sont croyants, ils ne peuvent pas mettre un signe religieux devant leur porte. Et ça, le drame essentiel en France. C'est-à-dire qu'un an après ce qu'on a connu, avec l'histoire qu'on a connue, on ne fasse pas en sorte que les Juifs de France soient protégés. L'autre point aussi que je vois, c'est Juste un mot, petite parenthèse, parce qu'on parle tout le temps du général de Gaulle, effectivement, sur l'antisémitisme. Rappelez-vous quand même ce qu'il avait dit, qui étaient des propos clairement antisémites. Le peuple juif, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais
en termes de protection des droits fondamentaux et du fait qu'on pouvait être juif et vivre en France, il a fait le nécessaire, notamment en 45-46. Évidemment. Ensuite, après, sur l'autre point que vous évoquez, sur la situation du conflit. Je pense que sur le conflit, on a une difficulté énorme, c'est celle de faire en sorte d'assurer à Israël le droit de se défendre et même le devoir de se défendre, parce que la seule démocratie qui est attaquée sur une différente menace, l'arc chiite, le Hezbollah, à Gaza, le Hamas, la Syrie, l'Irak, l'Iran et même le Houthi au Yémen. Par contre, le problème, c'est qu'il faut pouvoir leur dire que s'ils continuent comme ça, ils font la même erreur que George W. Bush avec le 11 septembre. Certes, ils vont éliminer, comme George W. Bush, Ben Laden, etc. Mais à long terme, ils vont assurer l'insécurité d'Israël, dans la mesure où ils vont créer des futurs combattants qui vont se liguer entre eux. L'objet essentiel de notre devoir, c'est de dire: vous avez raison de vous défendre, on va vous aider à vous défendre. Par contre, la méthode d'action que vous employez va nous coûter à long terme. Ça nous a coûté les accords d'Abraham, ça nous a coûté notre relation avec l'arc chiite, et on va faire en sorte de créer à long terme, je pense, des personnes qui voudront nous combattre, comme ce qui s'est passé après la deuxième guerre du Golfe, avec Daesh, avec ISIS et avec l'Afghanistan qui s'est rebellé contre nous, qui s'est tourné vers des puissances qui étaient hostiles contre la France et contre les Occidentaux. Ouais, je voudrais revenir à la situation en France et au fait que ce soit à gauche ou à droite, je trouve qu'il est irresponsable d'importer dans le débat politique national et notamment dans les champs électoraux des élections nationales ces questions géopolitiques. On va être un peu plus concret, vous allez rebondir dessus. Si je vous écoute, c'était irresponsable pour la France insoumise de multiplier les manifestations clairement pro-palestiniennes. Oui, je pense que c'était pas le sujet. Et c'était pas le sujet. Ça n'empêche pas de traiter la question de la cause palestinienne comme la gauche l'a toujours traité. Il y a une tradition à gauche depuis toujours. De soutien à la cause notamment palestinienne. Le Parti communiste. Et là-dessus, moi, j'ai rien à redire. Ce que je trouve difficile, c'est d'en faire un argument politique majeur. Bon, mais de la même manière que je trouve irresponsable de la part de certains responsables politiques parlementaires, par exemple de LREM, de se positionner autant comme des partisans aujourd'hui du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien ne représente pas ce qu'est aujourd'hui la communauté juive dans le monde, y compris en France. Le gouvernement israélien est un gouvernement parmi d'autres, et on a le droit de critiquer en Israël. Et on a le droit de critiquer sa politique comme le font beaucoup de citoyens israéliens. Mais je reviens sur la situation en France. Moi, je pense que nous n'arriverons à lutter contre l'antisémitisme qu'en continuant à faire de l'éducation, continuant à sanctionner, bien entendu, ceux qui passent les lignes rouges. Enfin, il y a une condition, c'est qu'à un moment, si on veut vraiment regarder les choses en face, l'antisémitisme ne régressera que si on trouve une solution géopolitique en Israël et en Palestine. Et il ne faut pas imaginer, et au Liban, il faut pas imaginer qu'on pourra faire régresser l'antisémitisme autrement. L'urgence de la paix devrait mobiliser toutes les puissances occidentales. Et ce que le 7 octobre nous a rappelé, c'est que nous avions oublié un peu ce conflit israélo-palestinien, nous les Occidentaux. Et en tout cas, c'est ainsi que le Hamas l'a fait revenir sur le devant de la scène. Revenons même à des sujets un peu plus triviaux. Notre facture d'électricité, on en parlera dans un instant avec vous, Nicolas Corato, et le budget, les arbitrages en cours, les discussions, la tension même à l'intérieur du gouvernement. Une bonne partie des chefs de la majorité présidentielle, macroniste notamment, ne veulent pas entendre parler d'augmentation d'impôts. Malgré tout, on y va tout droit. Où Michel Barnier peut-il trouver de l'argent ? Premièrement, Michel Barnier a quand même du courage de travailler avec des gens qui ont cramé la caisse et qui expliquent ensuite après comment pouvoir bien gérer l'argent public. Ça, c'est quand même... Vous visez Gabriel Attal. Voilà, ça c'est quand même... Parce qu'il a eu raison quand même de rappeler quand même que le déficit qu'il a, il l'a trouvé. C'est pas lui qui l'a créé. Parce que si c'est lui qui l'a créé, il aurait été responsable. L'autre point ensuite après, c'est que il faut quand même pouvoir mettre des tabous sur la table. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2-3 sujets qui sont quand même problématiques. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Il faut quand même rappeler que depuis 1981, la population française a augmenté de 28%, mais le nombre de fonctionnaires a augmenté de 50%. Est-ce que pour autant, vous avez une amélioration de la qualité et de la quantité des services publics? On a vous avez même une plutôt tendance à en voir moins sur le terrain. Pourtant, le nombre de fonctionnaires a explosé, donc il se passe un problème de gestion, en se disant que parfois, peut-être qu'on peut faire mieux avec moins, et c'est pas forcément la logique de dépenser plus qui fait produire plus de services publics. Je précise quand même qu'aujourd'hui, dans la tribune dimanche, le Premier ministre Michel Barnier essaye de rassurer les fonctionnaires. Il n'y aura pas de coup de rabot partout dans les sites de la fonction publique. Non, mais il a raison de rassurer les fonctionnaires, parce qu'il ne s'agit pas de cibler, de catégoriser les fonctionnaires. Il s'agit de dire que pendant longtemps, on a mené une politique de simplicité qui ne correspond pas forcément à une politique d'efficacité. Donc on peut faire aujourd'hui, et comme le montrent les autres pays, faire mieux avec moins. L'autre point aussi qui peut être évoqué, c'est que moi, je ne suis pas forcément favorable aux hausses d'impôts, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée, mais le problème du dérapage public à l'heure actuelle est lié à un manque de recettes. C'est ce que montrent les dérapages Le Maire 2023 et 2024. Or,
pour pouvoir faire une baisse de 40 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est-à-dire que l'ensemble des Français vont contribuer à cet effort national avec une baisse de réduction des services publics, etc., il est normal de faire contribuer d'autres personnes de manière temporaire en disant voici l'effort que portent 66 millions de Français, peut-être que 1% des Français peuvent contribuer davantage. Voilà, donc chacun y contribue et l'objet c'est de dire qu'on n'est pas sur un objectif, non pas de réduction des services publics, on n'est pas là pour faire mal ou pour porter une potion amère, on est là pour dire on est dans une situation difficile qui nous a été déléguée, qui est quand même catastrophique parce que 6,1% de déficit public, on a l'impression d'être la Grèce ou je sais pas quoi, et ensuite après il s'agit de dire que tout le monde va se redrousser les manches pour pouvoir faire des économies à tous les niveaux. Trois choses. D'abord, les Français n'ont pas voté pour ce dont nous sommes en train de discuter. Les Français n'ont pas voté pour des hausses d'impôts, ni pour un plan d'austérité. Donc, votre question, elle est d'abord politique et démocratique. C'est-à-dire que les auditeurs qui nous écoutent, dans leur très grande majorité, n'ont pas voté pour ça. Alors on va dire, oui, mais on n'était pas au courant, on ne savait pas, le maire nous a caché la situation. Mais enfin, tous ces gens qui nous gouvernent, ou qui veulent nous gouverner, ou qui voulaient nous gouverner, qui sont aujourd'hui au pouvoir, ne pouvaient pas ignorer, sincèrement, l'état des comptes. Je reprends, moi, vous savez, les déclarations sur le pacte législatif de messieurs Wauquiez et Retailleau, le 22 juillet. Deux lignes rouges qui, disait monsieur Wauquiez, nous entraîneraient à voter la motion de censure. Les hausses d'impôts et les économies faites sur le dos des retraités. De quoi on parle aujourd'hui ? D'augmenter les impôts et de désindexer les pensions des retraités. Et ce sont les mêmes. Et c'était il y a 2 mois. Non, c'est un report. Non, un report de 6 mois. C'est quand même de la désindexation, on est d'accord. On est d'accord. Bon, donc, si vous voulez, premier point, c'est un point démocratique. Je pense que les Français n'ont pas voté pour ça, et que ceux qui aujourd'hui nous proposent cette politique disaient le contraire il y a 2 mois. Ça pose quand même un vrai sujet de confiance. Je le redis, on ne mène pas une politique d'austérité avec un gouvernement qui est jugé illégitime par un peuple. Ça ne marche pas. Il n'est pas jugé illégitime par le peuple, pour le coup. Les sondages ne le montrent pas. Je ne vous parle pas des sondages, je vous parle des élections. Non mais, moi je veux bien qu'on mette l'IFOP à la place du peuple, mais en tout cas le peuple souverain aujourd'hui, c'est pas l'IFOP, c'est ceux qui ont voté, et on vient de voter. Donc me dites pas c'est loin, etc. Les Français ont changé. On a voté en juillet, on n'a pas voté pour un gouvernement LR qui... Ils ont voté pour personne ? Non mais ils ont voté pour personne, très bien. Okay, pourquoi pas ? Pour aucune majorité. Deuxièmement, sur les économies, il faut arrêter avec ces éléments de langage. Les mots ont un sens, mon cher Jean-Marie, vous le savez très bien. Ça veut dire quoi, les économies ? On cherche 60 milliards, c'est ça ? Donc ça veut dire qu'on en cherche 80. Voilà. Non, 60. Non, mais oui. Il y a 15 jours, c'était 40, là c'est 60. Je pense qu'on arrive à 80. Peu importe. On cherche 60 milliards, mais c'est tout de suite. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on va faire des réformes systémiques. Je suis d'accord avec vous, il faut réformer l'État, la fonction publique, mais on sait que ça prend du temps, tout ça. Donc, il va falloir trouver 60 milliards. Donc, ce n'est pas des réformes structurelles, ce sont des baisses de dépenses de fonctionnement, donc concrètement des baisses d'aide sociale. Si on veut trouver 60 milliards d'euros, il n'y a pas 36 solutions, il faut augmenter les impôts et baisser les aides sociales. C'est pas encore ce qui est annoncé. Eh bien, écoutez, c'est ce qui va se percer, parce que les 60 milliards, s'il les faut tout de suite... Non, mais le reste, c'est de la supercherie. Excusez-moi, mais enfin, le reste de dire, oui, on va réformer les départements, les collectivités locales. Oui, on le sait très bien, tout ça. Ça met des années à produire des effets et à se mettre en place. Là, il faut 60 milliards d'euros tout de suite. Donc, on va baisser les aides et on va monter les impôts. Le mot de la fin en quelques mots pour William T. Oui, mais ça fait 40 ans qu'on explique à peu près le même sujet en disant qu'il ne faut pas faire de réformes systémiques, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français payent de plus en plus d'impôts et ont de moins en moins de services publics. Donc, on voit bien qu'il y a des problèmes de surcoût et de gaspillage d'argent public. On va prendre un exemple. Sur le cas de l'éducation nationale, est-ce que vous savez qu'il y a 33% du budget de l'éducation nationale qui part en infrastructure et en bureaucratie ? Est-ce que sur le budget de la santé, qui représente quand même 300 milliards d'euros, vous avez 33%, donc c'est-à-dire 100 milliards d'euros qui part en bureaucratie et qui part en infrastructure, donc non pas pour aider les médecins, pour payer les soignants, mais pour payer des bureaucrates qui sont là pour contrôler les gens qui travaillent vraiment. Donc ça, c'est quand même le fantasque français. Ensuite, après, vous avez beaucoup de départements qui ont embauché à tout va, des collectivités territoriales qui sont pas forcément très bien gérées et qu'on fait cramer la caisse. Donc on pouvoir vous dire aujourd'hui... Les collectivités territoriales sont plutôt de droite aujourd'hui. Oui, non, mais, oui, mais il faut quand même pouvoir le dire. Mais vous voulez réunir les États généraux. Il n'y a pas de tabou chez vous. Vous voulez réunir une assemblée constituante, en fait. Il y a des collectivités qui sont mal gérées. Ensuite, après, il y a des dispositifs d'aide qui étaient mal ciblés, qu'on peut aujourd'hui recalibrer, qui ne sont pas efficients d'un point de vue politique économique. Donc aujourd'hui, ce que fait Michel Barnier, je trouve, est utile. Ça permet de faire introduire beaucoup de débats en disant que peut-être qu'on a mal géré l'État pendant 40 ans et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui. Et on sera amené à en reparler avec vous deux. Pourquoi pas dimanche prochain. Merci en tout cas William T. et Nicolas Corato, think tank Le Millénaire d'un côté et think tank Place de la République de l'autre.